Sorry for that. Thank you for raising your hand. Monsieur, ici au premier rang. Bonjour, j'aurais voulu connaître... Allez-y, je pense que c'est bon. Bonjour. Oui. J'aurais voulu savoir quelle était votre connaissance du trouble autistique avant de faire ce film et si l'acteur que vous avez choisi était lui-même, souffrait lui-même de ce trouble. First of all, the gentleman wishes to know what actually did you know yourself about this artistic, trouble before making the movie, and also about the actor, the young actor. Is he actually himself suffering from autism in real life? I've had meaningful encounters with people on the autism spectrum throughout my life. They have been short, fleeting exchanges with strangers for the most part, but they've always left an impression on me, and I've been very interested in this condition and different ways that people see the world. The actor Jesus is also on the spectrum, and when I was putting the cast together, I was certain that I did not want a child actor. I wanted to work with somebody who actually was seeing the world in a way that falls under this idea or this classification of autism. And that was mainly because I am not autistic myself, and I didn't want to try to direct somebody to be something that I don't understand myself. So it was important to me that I work with a kid who is on the spectrum, and also try to, at the same time, puncture this idea that people on the spectrum can't take care of themselves and can't grow. And I think there's a problem in many societies where we just kind of expect that these people, we just assume that they're stuck, and we don't give them the benefit of the doubt that they can grow and really learn how to live life their own way. And so for me, working with this kid, it was actually really meaningful to see him go from a kid who had never walked down the street on his own, he had never bought anything on his own, and by the end he'd really through the experience of making this movie, he'd actually matured quite a bit, and I think in mainly his mother's eyes, she now will let him live a much more independent life, and he has the confidence himself to live a more independent life. So I think there's a lot of situations where people can do more than what they're told they can do. Oui, donc le réalisateur nous dit qu'il connaît un peu ce monde, et c'est vrai qu'il a discuté, qu'il a passé du temps avec beaucoup de personnes souffrant donc d'autisme, et que ça lui a vraiment fait une impression très 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 forte, et c'est un sujet finalement qui l'a toujours intéressé. Et le jeune comédien, donc Jesus Sanchez Velez, eh bien, il souffre d'autisme lui-même. C'est un enfant autiste. Mais ce n'est pas un enfant, enfin, ce qu'on appelle un child actor, c'est-à-dire donc ces enfants aux États-Unis qui deviennent d'ailleurs des comédiens, etc., qui tournent beaucoup. Il ne voulait pas jouer avec un enfant qui avait déjà l'habitude de ce genre de choses, mais il voulait vraiment arriver à trouver quelqu'un qui lui-même, en tant que personne, voit le monde déjà au travers de ce trouble. Parce que d'ailleurs, nous dit le réalisateur, c'est important pour lui parce que lui-même n'est pas autiste. Et il ne voulait pas que ce soit deux personnes non autistes absolument qui traitent de ce sujet. Donc c'était important pour lui. Et puis on entend beaucoup de gens, aux États-Unis notamment, on entend beaucoup de gens qui disent que quand on est autiste, on ne peut pas s'occuper de soi-même. On est dépendant de quelqu'un, on est obligé d'avoir quelqu'un pour nous accompagner, etc. Et il nous dit par exemple que ce jeune comédien, Jesus, donc ce jeune comédien, eh bien, c'est quelqu'un qui n'était jamais même aller acheter quelque chose dans une boutique ou quoi que ce soit, seul. Il n'allait pas dans la rue marcher seul avant de faire ce film. Et le fait de faire ce film, eh bien, ça a ouvert les yeux de sa mère notamment, de sa mère, ça a ouvert les yeux sur le fait que il pouvait se prendre en charge, il pouvait être indépendant. Donc ça a été aussi, là aussi, quelque chose d'intéressant, parce que c'est vrai que bien souvent, on a l'impression que voilà,
quand quelqu'un est autiste, c'est en tout cas la manière dont la plupart des gens le ressentent, quand quelqu'un est autiste, ah bah donc il ne peut pas s'occuper de lui-même, on est obligé toujours... ils ne sont pas autorisés à vivre leur vie de la manière dont ils l'entendent. Et le fait de faire ce film, eh bien voilà, ça a permis aux jeunes comédiens, encore une fois, d'acquérir cette confiance en lui et pour pouvoir aller vers une vie indépendante. Donc c'est aussi une des réussites de ce film. Y a-t-il une autre question? Monsieur ici, ensuite. Bonjour, je voulais vous féliciter pour ce film très émouvant. En fait, les questions que j'avais, ça concerne le métro qui, dans le film, est quasiment un personnage principal à part entière. Et je voulais savoir comment vous avez fait pour filmer des images à la fois aussi glauques et aussi magnifiques, techniquement, comment ça s'est passé. Et plus également au niveau des autorisations, parce que j'imagine que le tournage a duré des semaines dans le métro. Est-ce que ça a été compliqué de tenir toutes les autorisations pour tant de plans dans le métro? Et surtout bravo pour ces plans magnifiques. Two questions actually. First of all, this gentleman's wishes to congratulate you on this movie, which was very moving. And well, he wants to talk actually mainly about the underground metro, that is actually kind of a main character in itself. So actually, the first question is about the look of the subway itself, because it's at the same time kind of gloomy, but magnificent. And how did you manage to succeed in such a way, in such a to depict it in such a way? And also the other question is about the authorizations, because it must have been probably tricky to shoot that much in the subway. So how did you manage to do that? And once again, congratulations. Merci. It's surprising. In New York, you do not need permission to shoot on the subway, and it's written in the MTA handbook, which is the organization that runs the subway. So we all had that on us while we were filming, and if we were ever stopped by authorities, we would pull out the paper and went for the section and say, actually, we can do this. The stipulation is you can't use a tripod, and you can't get in the way of passengers moving about. So, and it's a mix of actors and non-actors, or people that I brought in and people who happened to be there. Most of it was set up, but we did use a lot of people who were just there. And I think that was possible just by being transparent and open and telling people what it is that we were doing. And with the exception of like a few people, I mean, everyone was really excited to cooperate and be a part of it. Filming on the train and like the look of the train, we stuck to the A train, and there's 3 distinctly different like models of trains in the New York subway, and this is one that's kind of on the way out, and it uses incandescent warm light, and the new ones are fluorescent and they're a much harsher look. So, and the A train is actually the train that runs out to Rockaway to the beach, and it's the longest line in the system. It's a very interesting line. It runs through very disparate demographics of the city, and I love the A train. So I just wanted to focus on that and think of that as its own spectrum as well, because it goes from the Upper West Side or Harlem actually all the way down to the beach, and there's vast neighborhoods between, and so I liked to think of that as its own spectrum. And he goes into the tunnel at the last stop, and he comes out in a different kind of tunnel on the other side of the beach. But filming, we were able to get stable shots by clamping onto the bars with like a Cardellini clamp, and that was something that was important to me. I didn't want it to feel, I think you would maybe expect it to be a handheld sort of verite feel in the train, and I wanted to resist that and have more tableaus, as many as possible, to make it more cinematic. Actually, no authorization, is that true? Mm-hmm. I'm surprised. Okay. La question donc portait sur le métro. Il nous dit qu'aux États-Unis, c'est la raison pour laquelle je lui posais cette question d'ailleurs à la fin, bizarrement pour nous autres Français,
pour tourner dans le métro, il n'y a pas besoin d'autorisation. On peut tourner dans le métro comme ça. Il y a juste, en fait, c'est même dans les notifications, dans le petit carnet, des règles du MTA, donc le Metropolitan enfin bref, les règles du métro, du transport à New York. Donc on a le droit de tourner, il y a juste 2 règles, c'est 1, ne pas utiliser de trépied, et 2, ne pas gêner les passagers qui vont et viennent dans les couloirs ou dans le métro. Mais si on respecte ces 2 règles, eh bien on peut, entre guillemets, faire ce qu'on veut. Et donc c'est effectivement très pratique. En ce qui concerne les comédiens que vous voyez dans le film, les acteurs, les personnes que vous voyez, eh bien le réalisateur nous dit que c'est vraiment un mélange entre des acteurs, d'authentiques acteurs, et des personnes qui se trouvaient là, ce jour-là, etc. Et qui du coup se retrouvent dans le film. À quelques exceptions près, ils n'ont pas eu de problème par rapport à ça. Il y a eu quelques personnes qui ont dit non, moi j'ai pas envie, etc. Mais sinon, tout le monde était au contraire plutôt... il n'y a pas eu de souci pour trouver des extras, entre guillemets. La plupart du film, cela dit, a été quand même mise en scène, c'est-à-dire que ce qu'on voit, les tels comédiens à tel endroit, etc., ça a été mis en scène. Mais il y a pas mal de cet effet du hasard aussi, qui a bien fait les choses et tel qu'on peut le voir à l'écran. Alors ensuite, en ce qui concerne le lieu lui-même, le réalisateur nous dit que donc, à New York, il y a plusieurs lignes de métro, donc il y a le train A, B, C, etc. Et là, en l'occurrence, il s'agissait du train A, la ligne A, qui est une ligne qui est très intéressante parce qu'elle va très loin. C'est une ligne très très longue et qui donc traverse beaucoup d'endroits très très différents les uns des autres. Et notamment, ça passe par pas mal d'endroits qui démographiquement sont assez déserts, assez désolés. Et donc, on a un vrai contraste par rapport d'un endroit à l'autre, tout en restant ainsi dans le même métro, quoi. Et donc, c'est vraiment intéressant. Et ce train, également, il faut également savoir qu'il y a plusieurs modèles différents. Il y a 3 modèles différents dans le métro new-yorkais. Le métro qui, je le dis en passant pour ceux qui ne sont pas allés à New York, il y a à la fois le métro souterrain comme à Paris, surtout à New York, à Manhattan, sur l'île de Manhattan, mais dans le Queens, donc à Rockaway ou à Brooklyn, c'est plutôt des métros aériens. Donc là, cette fois-ci, on est en dehors, on voit ce qui se passe autour. Et les modèles sont assez anciens. Ils sont de plus en plus souvent maintenant changés avec de nouveaux modèles, rénovés, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais il y a des modèles anciens. Et c'est cela qui intéressait le réalisateur parce que la lumière, nous dit-il, puisqu'on parle de l'image, la lumière, c'est une lumière très très chaude, puisque ce sont des lumières jaunes, très chaudes, au contraire des nouveaux modèles qui ont des lumières blanches, néon, plutôt dures, et finalement pas intéressantes, en tout cas pour cette histoire. Et donc, c'est la manière dont il a fait tout ça, le fait également d'avoir ce métro qui passe au travers de plusieurs tunnels et qui tout à coup passe d'un endroit à un autre endroit complètement différent, c'est vraiment une impression qui a été très forte sur lui. Et après, de manière plus pragmatique, il nous explique également que pour réussir à avoir... Parce que quand on est dans le métro, évidemment, si on porte une caméra, comme il l'a dit tout à l'heure, on n'a pas le droit d'avoir des trépieds, et donc quand on porte une caméra comme ça, eh bien, on se retrouve avec... C'est pas facile, surtout à New York, de se tenir droit dans le métro, et donc on a des images qui bougent beaucoup. Et justement, lui, il ne voulait pas avoir cet aspect-là. Il voulait au maximum de la possibilité, il voulait avoir vraiment des tableaux, c'est-à-dire des scènes le plus stables possible, avec un aspect le plus cinéma possible. Et pour ce faire, l'astuce qu'il a trouvée, c'est que vous savez, dans le métro, il y a des barres sur le côté sur lesquelles on peut s'attacher comme ça, enfin s'agripper, pardon, pour ne pas tomber. Et bien sûr, ces barres-là, en fait, ils ont tout simplement posé les caméras avec un système de clamp, donc des pinces ou des vis. Et ce qui a donc rendu possible le fait de tourner dans le métro avec des images a priori le plus stable possible. Voilà. Est-ce qu'il dit, monsieur? There's one other thing I wanted to add. So the question, you said that you mentioned the train as a character, and it very much was for me. We saw it as a dragon, and it was this metal dragon that Ricky needed to go and ride, and it's what he's drawing. He's drawing this Ouroboros dragon, so that was very much a theme. And then when the storm came in the end, it was like really representing the sea dragon coming out, grabbing him and taking him home. Oui, vous parliez également donc du métro en tant que personnage, et c'est vrai qu'il y a ce thème, enfin que l'on voit d'ailleurs, du dragon, et quelque part le métro devient un peu ce dragon qui le prend pour l'emmener du côté donc de la mer. Donc c'est vrai que le métro en lui-même, physiquement, est réellement devenu quelque part un personnage du film. Ce que vous avez dit est tout à fait juste. Une autre question? Oui, pardon, monsieur. Bonjour, alors moi j'aurais, déjà je tiens à vous remercier parce que vous avez fait plaisir à un fan de One Direction déjà. Alors c'est une petite remarque que j'avais faite, donc je voulais savoir si c'était volontaire ou pas. Je suis en train de revoir les destinations finales en ce moment
Et j'ai remarqué que le point commun avec Destination Finale 3, donc il y a beaucoup de métro, et dans Destination Finale 3, ça termine avec la métro, il y a une espèce de vis ou de clou sur l'ombre sur le toit de métro à un moment, et il est sur le moment où le personnage est sur la quai numéro 181, et il y a beaucoup le quai numéro 180 dans le Destination Finale, enfin 180 pardon, et un numéro commun au film. Donc je voulais savoir si c'était un clin d'œil volontaire ou pas au film. Pardonnez-moi, je vous avoue que je vous ai un peu perdu. Si vous pouviez reprendre depuis le début, ça serait très Bon, je vais essayer de faire ça. Voilà, donc je suis en train en ce moment de regarder les destinations finales, la saga complète, et j'ai repéré quelques points communs avec Destination Finale 3. Donc à la fin, il y a la vis, le clou sur voilà, le toit. donc, voilà, la vis Non, sur c'est le juste toit. 180, 180. Voilà, le 180 est un numéro connu dans le film, par exemple. Voilà. Oui. Par exemple, on a le quai 180, le vol 180, il y a toujours des morts à ce moment-là. D'accord. Et là, il y a le quai 181. Donc je voulais savoir si c'était voilà, et je voulais savoir si c'était volontaire ou pas, ces petits clins d'œil à Destination Finale 3 ou pas. Vous avez bien dit au départ que c'était pour faire plaisir à un fan de One Direction. Vous avez fait plaisir à un fan de One Direction. D'accord. Ok. Well, first of all, thank you. You made a fan of One Direction happy. And also, this gentleman says that he seems like there is a couple of references in your movie to the trilogy of Credibility. Actually, I don't even remember how many there is in say Final Destination. Final Destination. And you know these movies with your remembers. It's not crimes of death. You know, weird death, people dying. You know, actually they didn't die, but actually death comes back to take them. You know that, right? Yeah. And the gentleman says that it looks like there is a couple of references between your movie and this series of movies. For example, the fact that you know there is some kind of nail or a screw at the top of the roof, you know, and also the reference to the number 180. That in your movie actually we see the number 181. Is there a reference or is it total random? 181 is just basically, I liked it graphically. That's one of the last stops, but the 8 is as like a symbol for infinity, and having him kind of touching the tiles, and then that's the stop where he goes into the tunnel at the end. So there's a little bit of like a foreshadowing thing. I'm curious to know what specific movies fall into that theme that you talked about. The theme of like Final Destination. I'm not sure I've seen that. Who made that movie? The first one, I don't remember that. Yeah. There's 5 of them. I haven't seen them, but so yeah, I guess those weren't necessarily a reference, but I will see them. But One Direction, I had never heard of One Direction before this movie, and the girl who plays Carla, Azul, is totally obsessed with One Direction. So yeah, we wrote that in just to satisfy her, you know, use that passion. So actually, that's true. Harness that passion. Ah, Yeah. Oh yeah. Okay. All right. Okay. Alors pour répondre, you done, right? Yeah. Okay. Pour répondre à la question, par rapport déjà au chiffre 181, la raison pour laquelle on voit ce chiffre 181, c'est tout simplement parce qu'il voulait avoir, c'était vraiment un symbolisme avec la forme des chiffres, parce qu'il voulait avoir cette impression, le premier 1 et le dernier 1 de 181, c'est comme un tunnel, et le 8 qui est au milieu représente l'infini, la boucle de l'infini. Le 8 donc en référence avec le ruban de Moebius, donc l'infini. Et c'était en fait, voilà, le symbolisme il est là, simplement. Et ensuite, par rapport à Destination Finale, alors il nous dit qu'il n'y a pas de référence précise parce qu'il n'a vu aucun des films de la série Destination Finale, ce en quoi je l'ai engagé à le faire. Je pense qu'il va y avoir une vraie révélation. Et par rapport au groupe One Direction, eh bien, lui n'est pas vraiment familier avec ce groupe, mais dans le casting, il y a Azul Zorilla qui joue le personnage de Carla, qui elle est vraiment fan de One Direction. Et précisément, cette référence a été faite pour elle dans le film, donc c'est la raison pour laquelle il y a cette référence à ce groupe musical. Y a-t-il une question, monsieur? J'en ai plusieurs. La première, ça va justement dans son sens du symbolisme que j'aime bien. Il joue beaucoup avec le handicap, c'est-à-dire qu'il renvoie d'autres handicaps à travers le métro, les muets et d'autres.
Et il joue aussi beaucoup avec les miroirs. Est-ce que ça, c'était une volonté aussi de jouer comme ça, de faire des renvois du reflet du miroir, du reflet du handicap avec d'autres handicaps? Ça, c'est une première question. La deuxième, c'est par rapport à la famille. Le gamin rentre une fois que la famille est recomposée et que la tempête est terminée, exactement comme dans la famille qui vit une espèce de tempête et il n'y a qu'à cet instant-là qu'il rentre. Est-ce que c'est un parallèle qu'on peut faire ou pas? Et ma dernière question, c'est est-ce que justement, comme c'est quelqu'un qui est atteint d'autisme, est-ce qu'il a dû adapter la façon de tourner pour coller au jeune garçon? Not one, not two, but 3 questions. Get ready. First one is about about the symbolism, because we talk a lot about the symbols, and actually the German says that it looks like actually you talk about autism, but you kind of talk about a lot of, let's say disabled people, but like deaf people maybe, and so on in the subway, and also you play a lot with the mirrors. And is it some kind of way of saying to, like spectators, whatever, people, look at yourself at the same time, you're not that different? And so that was question number 1, and I will translate the other ones. Okay. Yeah, I think it's important that people look at themselves and try to, we all are self-centered, whether we think we are or not. We only know our own perspective, so it's always important to step outside of that, I think, and especially when you're being critical of others. The main symbol is that Ouroboros dragon, just as far as symbols go in the film, and it really represents that creation and destruction are inextricable, and one comes from the other, and it's an ongoing cycle. So, for this movie, I liked to use this, and it's an ancient. It appears throughout many different cultures around the world, which is really interesting, and the boy is really on a self-demolition journey in a way. He runs out of the things he needs to survive, and so as he physically degrades, he spiritually heightens his experience with the world. And the storm, coming at the end, was kind of a magical and auspicious happening. I mean, it destroyed my home and my neighborhood, and it would happen right in the middle of us shooting. So it was kind of amazing that I was exploring this theme of destruction and creation, and it went through this experience. It was really challenging, but also powerful, and I saw my whole community come together in a way that was really incredible, and so it was nice to see that happen at the same time, and I think it was a boon for the narrative, and really gave a piece to the story that I was searching for when writing the film, and so a lot of bad came from the storm, but there was also some good too. Oui, c'est vrai que ce thème du miroir dont vous parlez, c'est un thème qui est effectivement très, très important, parce que c'est aussi pour moi la manière de dire aux spectateurs qu'il faut arriver aussi à se regarder soi-même. Et c'est principalement, parce que finalement, nous dit-il, tous les gens, nous sommes tous finalement très centrés sur nous-mêmes. On se regarde surtout nous-mêmes et on s'intéresse surtout à nous-mêmes. Et plus important encore, bien souvent, les personnes les plus, entre guillemets, égocentriques sont celles qui sont le plus aptes, sont celles qui sont le plus portées vers la critique d'autrui. Et donc, quelque part aussi, nous dit-il, je voulais également rappeler que le film, c'est un film qui, pour moi, a les 2 thèmes principaux, c'est la destruction et la création, qui sont intimement imbriqués l'une dans l'autre et très liés finalement. Parce que ce garçon, par exemple, que l'on voit dans le film, eh bien, c'est un garçon qui passe par un chemin vraiment d'autodestruction, de ce qui l'entoure, de ce qu'il est, de ce qu'on lui a appris, finalement pour se révéler spirituellement au-delà de cette destruction. Et quand on parle de destruction, bien sûr, il nous le rappelle, je parle également de la destruction physique à cause de cette tempête qui tout à coup arrive. Et cette tempête, me dit-il, elle est arrivée à la fin, on l'avait évidemment
pas du tout prévu. C'est l'authentique tempête dont vous vous rappelez sûrement, qui a frappé New York il y a quelques mois de cela, très très dévastatrice, et il nous dit lui-même que cette tempête, lorsqu'elle est arrivée, elle a détruit tout le voisinage de sa propre maison. Sa maison d'ailleurs a été détruite, donc il a vraiment vécu cela de manière très très personnelle et très forte. Et c'était, quelque part, bien sûr, c'était la destruction et une vraie catastrophe, et en même temps, c'était aussi un challenge, ça l'a vraiment poussé à chercher quelque chose de nouveau dans le film qui a été quelque part apporté par cette tempête. Ça a donné un coup de pouce également à la tension dramatique, à l'histoire qu'il y a à l'intérieur, et il a également pu voir avec plaisir cette fois-ci toute la communauté donc, qui connaît encore une fois de cet endroit, donc Rockaway Beach à New York, se souder, se mettre ensemble, et ça c'était quelque chose de beau à voir. Donc c'est ce qu'il nous dit. À la fin du film, il a vu qu'il y avait vraiment du bon et du mauvais dans tout, quoi. Finalement, tout est lié quelque part. The other question is about the kid. At the end of the movie, he's going back home after the storm, after everything is destroyed, and it feels like actually it's kind of there was some kind of storm also in the family itself, but this time in a kind of way. Do you think there is for you, is there a link also between this and that? Do you think the storm acts also as a kind of symbol for the actual storm that happened within this family? Yeah, absolutely. I think that's another place where the storm manifests itself as a metaphor. It totally is a storm. And it's a storm that's happening before the kid runs away. You know, the parents don't really know how to communicate with each other. They live far, the dad's away. So in a way, the whole circumstance did end up bringing the family together, and I think there is some hope in the end that maybe they'll be able to understand each other a little bit more. Oui, effectivement, cette tempête a complètement une fonction de métaphore dans le film, puisqu'effectivement, d'ailleurs, la tempête, quelque part, c'est ce que vous avez sans doute compris vous aussi, la tempête, on le comprend en voyant le film, la vraie tempête dans la famille, elle a eu lieu avant que le jeune homme s'en aille, parce qu'il y a vraiment un vrai conflit. Et quelque part, effectivement, cette tempête est arrivée, entre guillemets, à point nommé, parce qu'elle représente effectivement le fait donc déjà que tout soit balayé, et ensuite il y a un espoir donc que cette famille se ressoude à nouveau. And la dernière question, je suis désolé, je ne me rappelle pas exactement. Ah oui. The last question is about the fact that you said yourself that the young actor, Jesus, who plays Ricky, is actually also suffering from autism. Did you have to adapt the shooting according to his situation, or so? I think it would have been hard to make this movie with anybody, any kid. It was pretty rigorous, and one of the things that I was really drawn to about Jesus is actually the fact that he rides the bus to school 2 hours each way. Which kind of just told me that he knows how to sit still. And he was telling me about his bus driver as this ex-military guy who reprimands anybody for speaking, and so I knew he had some discipline and patience, and I don't know what it would have been like to work with anybody else, and I don't think we had to really change our process too much for him. I think the ways that I had to communicate with him were maybe a little bit different, but yeah. Le réalisateur nous dit que finalement faire ce film, ça aurait été sans aucun doute été difficile avec n'importe quel acteur, qu'il soit autiste ou non, ça aurait été difficile parce que c'était pas forcément facile de faire ce film, comme vous avez pu le comprendre. Mais avec ce jeune acteur, donc Jesus, il faut savoir que Jesus, dans sa vie de tous les jours, c'est un garçon qui prend quand même le bus 2 heures par jour, aller-retour, pour aller à l'école. Et dans le bus en question, le chauffeur du bus, c'est un ancien militaire qui a une discipline de militaire. Et donc il connaissait déjà la discipline, il connaissait déjà la patience, qui sont 2 valeurs très appréciables pour un comédien. Et il nous dit que s'il avait tourné ce film avec n'importe qui d'autre,
finalement, il ne sait pas comment ça se serait passé. Il ne sait pas. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu tant de changements que ça. Le vrai changement, quand même, la vraie particularité, c'était que pour pouvoir communiquer avec Jesus, donc avec ce jeune comédien, là, par contre, la communication a sans doute été différente de ce qu'elle aurait pu être s'il avait communiqué avec d'autres comédiens. Mais sinon, il n'y a pas eu tant de différence que ça, il lui semble. The press conference is over. Cette conférence